Donc on est là ce soir pour échanger autour du polyamour. Donc c'est une conférence débat. Au départ, je vous donne quelques informations sur ce qu'est le polyamour, comment ça fonctionne, le mode d'emploi, etc. Et puis ensuite, je vous laisse la parole pour poser toutes les questions. Comme c'est un thème novateur et qui défend la chronique, puisque c'est un modèle non traditionnel par rapport au modèle traditionnel amoureux qui est le mariage. Donc comme c'est un thème qui sort des sentiers battus, en général il y a beaucoup de questions sur ce thème. Donc je suis ravie si vous avez des questions et je vous donnerai la parole tout à l'heure pour poser tout ce que vous voulez comme question sur ce sujet. Donc le thème du polyamour, déjà je vais commencer par vous donner la définition. Donc c'est un modèle amoureux qui quelque part existe depuis déjà 20-25 ans en termes de non-polyamorie, hein, on dit aussi. Et en fait, il se trouve qu'avant ça existait, même avant qu'on nomme polyamour. C'est un modèle amoureux qui a existé depuis longtemps, mais il n'était pas conceptualisé. Il n'y avait pas le concept du polyamour. Donc ce concept, ce modèle existe avant, mais on l'a officialisé, on va dire, il y a une vingtaine d'années. Et en France notamment, c'est Françoise Saint-Père qui a qui a écrit le Guide des amours pluriels, qui a été une des premières ambassadrices du polyamour à diffuser ce modèle. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on entend par polyamour ? C'est, donc je disais un modèle amoureux, ça veut dire que c'est la capacité que l'on a à aimer plusieurs personnes à la fois. Alors, je parle de capacité parce que, en général, on a tous les compétences pour aimer plusieurs personnes à la fois, et notamment plusieurs enfants à la fois, mais certains ne le savent pas. Curieusement, dans le modèle, par opposition au modèle amoureux classique qui est issu du contrat du mariage, qui est dans la voie monogame, hein, on s'imagine qu'on a la capacité d'aimer une et une seule personne à la fois, et ceci jusqu'à la fin des temps, qu'on va s'unir à lui, une fois qu'on l'a choisi et qu'on est engagé, alors à ce moment-là, on reste avec cette personne unique. Dans le modèle amoureux du polyamour, il y a le mot amour, donc ça veut dire qu'on est capable d'aimer plusieurs personnes à la fois, et qu'on peut être engagé ou non engagé sur plusieurs personnes à la fois. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est un modèle novateur par opposition au modèle traditionnel du mariage. Jusqu'à présent, ce que je disais, c'est que depuis des années, ça existait le fait que certaines personnes mènent plusieurs relations en même temps, sauf que, en général, ce qui se passe, et ce qui se passait à l'époque, c'est que ça se faisait en sous-marin, c'est-à-dire qu'on avait une femme ou un mari, et puis à côté, on pouvait avoir des compagnes, des compagnons, etc., mais c'était en cachette. C'était l'officieux et les officiels. Hein. On avait ça à l'époque de Louis XIV, il avait ses concubines, mais lui, il l'avait fait officiellement. Mais sinon, en général, ça se faisait en cachette. On a en cachette des relations que j'appelle en sous-marin, et à côté de ça, on a la relation dite officielle. Voilà. Alors, dans le polyamour, dans ce modèle-là, c'est pas le cas. C'est-à-dire que la vraie définition, c'est que c'est plusieurs personnes qui peuvent s'aimer et être en relation en même temps, et avec le consentement des partenaires et en transparence. Donc il y a transparence, c'est-à-dire qu'on vit en vérité, en général, les autres savent qu'il y a d'autres relations en même temps. Il y a le consentement, c'est-à-dire que les partenaires sont consentants. Si vous avez une nouvelle relation, eh bien, les partenaires avec qui vous êtes déjà en relation sont d'accord pour accueillir un autre partenaire. Et s'ils ne sont pas d'accord, c'est là où on va commencer à discuter, à négocier, à échanger, à communiquer autour de la relation, qu'est-ce qui se passe, comment c'est vécu, etc. Donc, je vais faire un bref exposé une fois que je vous ai donné la définition du polyamour. Hein, donc, c'est la capacité de mener plusieurs relations à la fois en ouverture et en consentement et en transparence. Et donc, amour, il y a le mot amour dedans, donc ça veut dire qu'il y a la notion du cœur, hein, c'est que c'est confondu souvent, ce modèle-là, avec le libertinage. Le libertinage, je vous rappelle que c'est plutôt au niveau du sexe que ça se passe, on est en bas de la ceinture.
Alors, la plupart du temps, je ne dis pas que de temps en temps ça ne monte pas au niveau du cœur, mais la plupart du temps c'est prévu pour rester en bas. Donc on fait du sexe pour consommer du sexe et pour faire monter l'énergie au niveau sexuel. Ici dans le polyamour, on va rajouter l'ingrédient en général du cœur, ce qui fait qu'on mène des relations comme on mène des relations avec de l'amour, avec de l'affect, avec du sentiment, ou pas. Voilà. Donc il n'y a pas non plus obligation de mener plusieurs relations avec moi, avec moi. C'est bien avec moi. Vous n'êtes pas obligé de mener plusieurs relations avec moi. Vous n'êtes pas obligé de mener plusieurs relations à la fois. Parce qu'il y a quelque chose qui m'agace. Moi, je ne milite pas pour le polyamour. Je milite pour rien. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, parce que si avec ce terme polyamour, on pourrait imaginer qu'il faut mener plusieurs relations en même temps. Genre, ça devient le thème, voilà, faites comme moi, menez plusieurs relations avec moi et vous serez heureux. Écoutez, non, c'est pour ça que je préfère le thème, moi, des amours pluriels, qui est beaucoup plus large et ouvert, dans le sens d'aller avec ce qui se présente. C'est-à-dire qu'il y a un homme qui passe dans ma vie et ça fait tilt, pourquoi pas, je vais y aller. Il n'y en a pas. Il y a des périodes où je n'ai pas d'amoureux et ça me va aussi très bien. Ça me permet de travailler sur la non-relation, la solitude, le célibat, sans relation. Et c'est intéressant aussi d'explorer ça. Il y a un amoureux, c'est bien. Il y a un couple qui se construit, c'est bien. Il y a une autre personne qui arrive, c'est bien. Il y a 2 couples, pourquoi pas. Il y a 3, il y a 4... Voilà, tout est ouvert. C'est pour ça que je préfère appeler les amours pluriels, parce que il n'y a pas une obligation d'être en relation absolument, et en plus de mener plusieurs relations à la fois, comme si par opposition du modèle monogame. Le modèle monogame, c'est il faut un partenaire et un seul. Le modèle entre guillemets polygame, et encore ça n'a rien à voir avec la polygamie, le polyamour, parce que la polygamie c'est un homme avec plusieurs femmes. Ici on peut avoir un homme avec plusieurs femmes, on peut avoir une femme avec plusieurs hommes, on peut avoir 2 hommes avec une femme, enfin tout est possible, voire 3, voire 4, voire 10, voire tout et n'importe quoi. Ici on est dans tout est possible. C'est-à-dire que c'est à inventer. Dans ce qu'on appelle aujourd'hui le polyamour, et les polyamoureux sont relativement maintenant à même de donner des comptes rendus sur leur vécu. Il faut voir que c'est un thème dont les médias se sont emparés. Ça fait 4-5 ans maintenant qu'on en entend beaucoup parler dans les médias, à la radio, dans les journaux, les magazines, etc. Il y a des enquêtes qui sont menées aussi sur la vie des polyamoureux. Donc ça se divulgue, ça se diffuse. Moi qui connais le sujet depuis une dizaine d'années, je trouve qu'en 4-5 ans ça a changé quand même, la donne. Donc on peut dire que je suis peut-être quelqu'un qui est un peu précurseur du sujet encore maintenant. Je pense que dans les 10 années à venir, les 20 années à venir, ça sera quelque chose qui sera mis sur le marché et qui sera plus qu'à la mode, qui sera peut-être beaucoup plus courant et commun, comme voie amoureuse qu'aujourd'hui où ça reste quand même assez restreint. On peut dire qu'il y a à peu près, en France en tout cas, à peine 1% de polyamoureux, et le reste étant la voie amoureuse traditionnelle, monogame, voilà, contrat de mariage, classico-classique. Donc c'est encore à la marge, mais comme on en parle de plus en plus et qu'on va aussi vers l'androgynat, c'est un modèle amoureux qui tend à se diffuser, et en tout cas qui amène beaucoup plus d'ouverture d'esprit, parce que le grand public commence à s'en emparer, étant donné qu'il y a quand même un écueil assez large du modèle traditionnel. Il y a quand même 70% des gens qui divorcent, donc c'est un écueil, c'est un échec en fait, ça marche pas bien, ça marche avec parcimonie, ça marche avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup de violence pour les divorces et les enfants otages de ces divorces. Donc on cherche des modèles amoureux, on cherche d'autres voies. Il y a le mariage homosexuel, il y a plein de voies, il y a beaucoup de personnes qui vont vers l'androgynat, donc on cherche des voies amoureuses qui sont diverses et variées et qui sont hors des sentiers battus. Pour moi, c'est à inventer, à créer, et j'aime beaucoup ce que j'appelle moi les amours pluriels, c'est d'aller avec le vent qui nous porte, d'aller selon ce que la vie nous présente, et pas de chercher à définir un schéma ou à
ou à répondre à une norme sociale parce qu'il est de bon ton de faire comme tout le monde et d'avoir un mari ou d'être en couple parce qu'il faut être en couple ou d'être célibataire parce qu'il faut absolument être seul pour faire une expérience de la solitude parce que c'est imparable, il faut passer par la solitude. Moi, je ne suis pas avec ça, je suis plutôt dans l'ouverture des possibles. Il vient ce qui vient et je vais avec ce qui vient, avec ce que la vie me présente. Voilà. Donc ça, c'est plus d'ailleurs issu de la vision tantrique, hein, puisque j'anime aussi des stages de tantra. Et la vision tantrique, justement, elle est beaucoup plus apte à aller avec le sens du courant. Hein. Comme la rivière qui coule, on ne cherche pas à agripper quelque chose, je ne cherche pas à gripper un modèle, à militer ou à me battre pour des idées, mais aller avec le sens du courant. C'est-à-dire, voilà, il y a une histoire qui se présente, il y a une histoire qui se présente. Pour moi, et je le dis souvent, toutes les rencontres sont bonnes à vivre. Il y a des rencontres qui se présentent à moi, ben, je vais les explorer, et elles vont durer le temps que ça va durer. Toutes les rencontres sont bonnes à vivre, elles vont pas forcément être toutes menées dans la durée. Il ne va pas y avoir un engagement et une continuité dans toutes les relations. Il y en a qui vont se construire parce que je vais y mettre de l'énergie et le partenaire va y mettre de l'énergie. Et il y aura d'autres relations qui vont se déliter d'elles-mêmes parce que il n'y aura pas de feeling plus que ça et elle aura été éphémère et que voilà, ça aura été la durée de vie de cette relation. Il y a des relations qui vont être de nature très très longue et très ponctuelle. Moi j'ai des histoires qui durent depuis 25-30 ans avec des hommes que je vois une fois par an, 2-3 fois par an, et ceci depuis 25-30 ans, et qui sont des histoires quand même d'amour et de sexualité incluse, mais pas que de sexualité. Hein. C'est pour ça que c'est intéressant de voir qu'on peut mener plein de relations de nature et de qualité extrêmement différentes avec pas mal de personnes. Voilà. Et ça, c'est une découverte, et c'est assez rare de pouvoir se l'offrir, parce que la plupart des personnes vont s'engouffrer dans la voie traditionnelle du mariage en pensant que c'est comme ça, parce qu'on nous l'a appris comme ça, parce que c'est les normes comme ça, parce qu'on est issu du patriarcat, parce qu'il y a plein de bonnes raisons qu'il faut qu'on nous dit qu'il faut se mettre en couple, qu'il y a l'histoire du prince charmant, et il y en a un et un seul, et ceci pour la fin des temps. Voilà. Et donc tout ça, c'est des histoires dont on nous a bercé quand on est enfant, et on remet en général pas ça en question, sauf certains qui osent se frayer hors des sentiers battus et qui vont explorer autre chose, comme moi par exemple, ou comme d'autres personnes. Je voudrais dire d'autres choses, après je vous passerai la parole. Hein. Très souvent, le polyamour est confondu avec la consommation, hein, c'est-à-dire c'est tout ou rien. Ou tu es une Amazone, c'est ce qu'on me renvoie, c'est pour ça que je vous le dis, hein, ou je suis une Amazone qui consomme les hommes, ou je suis rien du tout, ou je suis pas engagée, voilà. Ou tu es consommatrice, ou tu n'es pas engagée, tu ne peux pas construire. Donc ça, c'est complètement aberrant, mais complètement aberrant. C'est même ridicule. C'est-à-dire qu'on peut être extrêmement engagé dans une relation, c'est-à-dire construire une relation et être investi dans une relation, et avoir en même temps aimé d'autres personnes en même temps. Et ça ne veut pas dire qu'on est volage, qu'on est dispersé, qu'on est que consommateur. Ça ne fait pas sens, ça. Hein. faut sortir de ce schéma tout ou rien, où on consomme, où on est libertin dans l'âme, c'est-à-dire qu'on convole, on butine, etc., on est papillon, ou on est engagé. C'est ou, ben non. Hein, par exemple, moi, si je prends mon exemple, je suis engagée dans une relation depuis 5 ans, en couple ouvert, et j'ai d'autres relations à côté, qui vont et qui viennent, qui parfois durent 1 an, 2 ans, qui parfois durent 3 semaines, qui parfois durent pas, et j'en sais rien. Voilà. Et c'est ainsi. C'est-à-dire, je ne vais pas stigmatiser sur un schéma préféré qui est je veux ça et je veux pas ça. Voilà. Et les relations, si vous les explorez, elles se construisent ou pas. Voilà. Elles se construisent parce qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose d'intéressant à approfondir, ou pas. Des fois, ça ne matche pas et ça va pas s'approfondir. Et pourquoi pas? N'empêche que dans l'éphémère, il se sera vécu quelque chose de beau aussi. Il peut se vivre quelque chose de très beau dans l'éphémère. Voilà. Voilà, donc ça il y avait quelque chose d'important pour moi à situer sur l'histoire de la confusion entre l'engagement et le côté consommation, hein, où je suis engagée, où je ne suis pas engagée, donc où je peux être avec plein de personnes à la fois mais je ne suis pas engagée, où je suis engagée et je ne suis plus qu'avec une et une seule personne. C'est quoi cette histoire?
Ça sort d'où, quoi? Est-ce que vous avez déjà questionné cette affaire-là? Qui a inventé ce truc-là? Et je vous rappelle que le mariage a été inventé pour contrôler les populations. Ça arrangeait bien le clergé, ça arrangeait bien les religions, ça arrangeait bien aussi au niveau du budget, du contrôle de la famille, etc. Donc c'est pas du tout un hasard que ça existe. On a un héritage patriarcal pour contrôler les femmes et les populations, et personne ne se questionne là-dessus comme par hasard. On a un héritage de ça. C'est normal de faire couple, c'est normal de faire des enfants et de rester jusqu'à la fin des temps avec ce contrat de mariage à la clé, qui est extrêmement difficile à tenir pendant des années, parce que je vous rappelle que le désir amoureux, le désir sexuel et le désir amoureux, le désir d'aimer plusieurs personnes est naturel. On le retrouve chez pas mal d'animaux, on le retrouve chez nous. La plupart des personnes ont beaucoup de mal à tenir pendant des années durant un et un seul désir pour une et une seule personne unique, et d'être satisfaite et comblée par une et une seule personne sur tous leurs besoins. Ça, c'est juste pas possible, c'est carrément un postulat erroné, débile, à mon avis. Je le dis comme ça parce qu'il y a quelque chose qui m'énerve beaucoup. Une et une seule personne peut me combler et doit me combler, parce que c'est extrêmement compliqué pour la personne élue de nous combler et de chercher à nous satisfaire pleinement. C'est juste mission impossible. Voilà. Et après, ça donne beaucoup de difficultés dans les couples. Je suis thérapeute de couple et je vois beaucoup de couples qui tournent en boucle dans les mêmes problématiques parce qu'ils essaient de se satisfaire par une et une seule personne. Très compliqué. Autre chose que je veux dire, comme on dit souvent dans le polyamour, on peut aimer plusieurs enfants à la fois. Parce que souvent on nous dit mais comment vous faites pour aimer plusieurs personnes à la fois? C'est pas très compliqué, c'est ça qui est naturel. Comme vous aimez plusieurs enfants à la fois, vous ne posez pas la question, vous dites pas tiens j'ai un chouchou et l'autre je l'aime pas, je vais le mettre à la poubelle. Et ben, c'est la même chose. On peut aimer plusieurs enfants, donc on peut aimer aussi plusieurs hommes ou plusieurs femmes en même temps. Il n'y a pas de problème avec ça. Et je peux encore vous prendre un autre symbole. Par exemple, je peux aimer beaucoup la glace à la vanille, adorer la glace à la vanille et ne jamais m'en lasser d'ailleurs. Et ça ne m'empêche pas d'aimer aussi la glace au chocolat. Ouais, c'est deux goûts. Voilà, c'est deux goûts différents. Et ça ne veut pas dire... Alors attendez, parce que ça c'est important. Ça ne veut pas dire que je me lasse de la glace à la vanille. Et que je vais laisser la glace à la vanille pour la glace au chocolat. Et c'est la même chose, parce que dans le mariage, c'est la même chose. On se dit, tiens, j'aime cette personne, je suis avec elle, je suis engagée avec elle, donc si je me détourne d'elle et que j'en aime une autre, ça veut dire que je n'aime plus la première. Ça veut dire que je me suis lassée de la première, et donc ça veut dire que j'aime l'autre et j'aime plus la première. Mais vous avez juste joué ça où? Mais c'est quoi ce raisonnement? Mais alors ça c'est autre chose, mais là je reviendrai sur le thème des enfants parce que c'est un sujet important à aborder, mais je vais déjà revenir sur si j'aime quelqu'un je ne peux pas en aimer un autre. Donc ça c'est complètement, il y a quelque chose de complètement aberrant là-dessus. Si j'aime quelqu'un, bah oui je l'aime, je peux être attachée, je peux aussi avoir, si c'est une relation qui dure longtemps, une forme d'usure du désir ou d'usure ou de quelque chose de l'ordre de elle est où il est acquis et donc je commence à avoir envie d'avoir du désir ailleurs et m'intéresser à quelqu'un d'autre, pourquoi pas, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas attachée à la première relation, à ma première personne. Je peux être attachée et en même temps avoir un coup de foudre pour quelqu'un d'autre et être intéressée par quelqu'un d'autre et en aimer une autre. Je ne vois pas où est le problème. Ça ne veut pas dire que je suis obligée de me détourner de la première pour aller sur la seconde. Parce que ce qui se passe dans les divorces, c'est j'aime la première, j'aime la deuxième, mais je suis obligée d'arrêter avec la première pour aller avec la deuxième. Et revenir après sur la première. Alors ça c'est compliqué ça, mais c'est vraiment ça qui se passe dans la tête des gens. C'est vraiment, je ne peux pas, c'est pas possible d'en aimer deux à la fois, c'est juste pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a ces histoires de possessivité et d'enfants, mais pas que les enfants. Il y a une histoire très forte qui est logée en nous, qui est la notion de possessivité. Tu m'appartiens, tu es à moi, tu me sécurises, et si tu en aimes une autre, je suis insécurisée, donc je veux que tu rapatries sur moi, et il n'est pas question de te laisser t'amouracher d'une autre. C'est ou moi ou l'autre. Voilà. Donc ça, c'est un positionnement extrêmement classique, qui est une croyance autour de si tu vas vers une autre, ça me retire quelque chose à moi. Ça fait du moins-moins. Au lieu de faire du plus-plus, ça fait du moins-moins. C'est-à-dire perdant-perdant. Tu vas aimer quelqu'un d'autre, donc ça me retire quelque chose. Ça fait du moins pour moi et du plus chez l'autre.
Là aussi, hein, vous avez vu, où c'est que vous avez vu jouer ça? Si vous l'avez expérimenté, moi par expérience, même si je suis jalouse aussi, ce que j'ai pu observer, pour moi, pour me l'autoriser et pour l'autoriser à l'autre, hein, c'est que, en général, et quand ça se passe bien, et je vous donnerai le mode d'emploi pour que ça se passe bien, parce qu'il y a un mode d'emploi quand même, c'est pas simple comme chemin, même si c'est intéressant. En général, quand il y a vraiment quelque chose de tranquille en nous, pour autoriser notre partenaire à trouver à rencontrer d'autres personnes, ça circule plus. Hein. C'est-à-dire que l'amour ouvre toujours à plus d'amour. Et donc si notre partenaire prend soin de la relation avec nous et s'ouvre à d'autres, il va ouvrir son cœur à d'autres et ça va revenir vers nous. Donc ça ne fait pas du moins-moins, ça fait plutôt du plus-plus. Mais ce n'est pas simple parce qu'il y a nos histoires de possessivité qui se jouent derrière. Et au-delà de la possessivité, il y a la jalousie, et au-delà de la jalousie, il y a l'histoire de l'estime de soi. Et je voudrais vraiment pointer cette affaire-là, parce que derrière toutes les histoires de jalousie et de possessivité, il y a l'estime de soi qui est derrière, c'est-à-dire la tentation de se comparer avec l'autre, le rival, entre guillemets, en moins. Hein. S'il va s'ouvrir sur une autre, ça veut dire que je vais commencer peut-être, si je suis jalouse, à me comparer en moins. Moi, je suis moins qu'elle, et il risque de partir avec elle, il risque de la préférer parce qu'elle est plus mieux que moi. Et donc, ça veut dire que je me mets en compétition avec l'autre. Et là, c'est pas bon, parce que ça va pas aider à faire circuler. Hein. Ça veut dire que je me positionne en moins, et l'autre est plus. Si j'arrive à travailler sur mon estime de moi, donc ça fait partie du mode d'emploi, c'est être courageux, je dis courageux, courageuse, pour aller regarder les failles narcissiques et commencer à s'aimer vraiment, sérieusement, et voir à quel moment on ne s'aime plus quand on croit que l'autre, quand on est sûr que l'autre va préférer l'autre et qu'on risque de le perdre. Donc quand on est un peu plus tranquille avec ça et qu'on voit que le partenaire, en le laissant s'ouvrir à d'autres, finalement, il se sent libre et il a encore plus envie de revenir vers nous, parce que c'est ça qui se passe en fait. Plus on le laisse libre, moins on met de pression à l'autre, et plus il a envie de revenir, et il revient de lui-même, et pas parce qu'il se sent obligé et tenu par une exigence, et que je veux le contrôler, parce que sinon je le mets dehors. C'est ça qui se passe. Hein. En général, il y a quelqu'un qui va contrôler, et qui dit, si jamais tu pars sur l'autre, je te quitte. Donc ici, il y a quelque chose de contrôle, c'est ou moi ou l'autre. Hein. Si vous laissez libre l'autre, vous aurez beaucoup plus de chances qu'il va revenir par un élan naturel vers vous, parce qu'il ne se sent pas contrôlé. Il a vraiment envie de revenir vers vous. Alors, en général, c'est comme ça que ça se passe. Il y a vraiment une ouverture du cœur et il y a une acceptation de l'autre, je t'accepte tel que tu es. Et ce n'est pas du tout gagné, parce qu'on est dans une forme d'acceptation inconditionnelle de l'autre. Ça veut dire qu'on a vraiment travaillé sur soi, et c'est ça fait partie du mode d'emploi, je répète, d'être un peu plus confiant en nous, et d'être plus tranquille, et d'avoir trouvé une base de sécurité en nous qui fait que l'estime de soi est quand même consolidée pour laisser l'autre s'ouvrir à d'autres relations amoureuses. Parce que c'est pas que du sexe. Hein. On ne permet pas dans le polyamour à l'autre que des histoires sexuelles, on lui permet aussi d'avoir des relations affectives, sensuelles, affectives, sexuelles, ou pas, s'il ne se passe rien, mais c'est une possibilité qui est donnée à l'autre et qui est donnée à soi. Alors attends, si tu veux te poser des questions qui sont intéressantes, je vais te donner le micro. Attends, bouge pas. Le micro n'amplifie pas, mais il enregistre. Ouais, non, mais tant qu'il n'y a que du sexe, ça vas-y, va, quoi. C'est à partir du moment où... Oui, mais non, vas-y, parle, passe le micro. Tant qu'il y a que du sexe, ça va. Oui. C'est pas grave. Mais à partir du moment où il y a des sentiments qui rentrent en jeu, c'est compliqué, quoi. Ça devient bancal, quoi. On met non, ça marche. la relation en jeu, quoi, non. Oui, le micro marche, hein, tu peux. C'est que ça enregistre au niveau de la caméra. Alors, ouais, d'accord. Ça, c'est une bonne question qu'on me la renvoie sans arrêt. Donc, ici, le postulat qui est présupposé, c'est que tant qu'il n'y a pas de sentiment, on est tranquille, on est en sécurité, il n'y a que du sexe, c'est mécanique, c'est organique, on se fait plaisir, tout va bien, voilà, il n'y a pas de risque. Eh ben, c'est un postulat de nouveau erroné qui est basé sur, ici, l'insécurité. Je me sens soi-disant en sécurité si mon partenaire ne fait que du sexe. Je me sens en insécurité si d'un coup il s'ouvre à des sentiments. C'est-à-dire s'il monte plus haut dans le cœur.
Donc il faudrait que la relation soit juste en bas, en dessous de la ceinture. Déjà, petit 1, je vais quand même rappeler quelque chose, c'est que même si vous autorisez votre partenaire à avoir que du sexe, vous ne pouvez pas contrôler, vous n'avez pas le fliquer, et vous ne pouvez pas être derrière pour vérifier si un coup ça ne va pas monter dans le cœur. Déjà. On n'a pas tellement le pouvoir là-dessus. Donc il se peut qu'ils partent par exemple en boîte échangiste ou dans un trip sexe et que finalement, comme par hasard, d'un coup ça monte dans le cœur et que d'un coup il a des sentiments. Ça alors, c'était pas prévu au programme. Donc déjà, on ne prévoit pas tout. Dans les histoires d'amour et de sexualité, tout ne peut pas être prévu à l'avance. Déjà petit 1. Et petit 2, c'est beaucoup plus simple de laisser l'autre éventuellement y avoir du cœur. Parce que s'il y a des sentiments, et alors, c'est pas parce qu'il y a des sentiments que l'autre qui va se détourner de nous. C'est pas parce qu'il y a des sentiments que c'est plus risqué, c'est ce qu'on s'imagine, que c'est plus risqué que s'il y a que du sexe. Ça, c'est pas vrai du tout. Parce que je viens de le dire et je vous le redis, il peut y avoir des sentiments. Il peut y avoir, et j'espère, pour moi, c'est mieux de faire l'amour avec des sentiments que de faire l'amour qu'avec du sexe. Sinon, c'est déprimant, c'est petit tout. Et je vous rappelle aussi quelque chose que je vis et que j'expérimente sans arrêt, c'est que si j'y vais dans une relation qu'avec le sexe, c'est assez pauvre en fait. Je ne vais pas y trouver grand-chose. Si d'un coup je fais monter au niveau de l'ouverture du cœur, ça peut vraiment amplifier les sensations, les émotions, ça va donner une ampleur et pouvoir me permettre d'aller dans des espaces magnifiques que je ne vais pas toucher si ça reste juste en bas. Hommes et femmes, j'entends, je ne parle pas que les femmes, hommes et femmes. Donc c'est quand même beaucoup plus intéressant d'aller dans des espaces magnifiques que de rester chichement en bas, soi-disant parce que c'est sécurisant, soi-disant parce qu'on risque rien. Ce n'est pas vrai. C'est pas parce que vous autorisez la relation amoureuse et les affects qu'il y a des risques majeurs. Essayez, C'est vraiment une histoire qu'on se raconte. Il y a beaucoup de peur avec les histoires d'amour. On a peur de perdre l'autre. On veut contrôler la relation, on veut contrôler le partenaire, on veut contrôler l'amour. Et on se fait beaucoup de tort avec ça. Et c'est comme ça qu'on perd l'autre. C'est en le fliquant, c'est en exigeant, c'est en contrôlant, c'est en voulant bâtir des limites, des barrières de sécurité qu'on perd la personne. C'est comme ça qu'on la perd et pas en la laissant libre. Enfin, voilà, moi je l'ai expérimenté aussi. Je peux en parler parce que je suis aussi jalouse, donc je pourrais avoir tendance à dire à mon partenaire, vas-y, amuse-toi, fais que du sexe, mais surtout n'investis pas dans la relation. Et à chaque fois que je fais ça, c'est complètement une erreur de ma part, parce qu'à chaque fois je remarque que quand je laisse complètement libre, et vraiment libre même d'aimer, c'est comme ça qu'il me revient largement plus. Il revient toujours plus vers moi. C'est comme ça qu'il m'aime parce qu'il se sent aimé, libre. Et c'est comme ça que l'amour fleurit, et que le couple s'amplifie et prend beaucoup plus de ténacité, de densité. Bon, ça c'est mon expérience, mais après faut questionner les autres polyamoureux. Voilà. Aussi pour dire qu'il y a énormément de types, de manières de vivre le polyamour. Il n'y a pas qu'une manière. Alors je vais vous les citer un peu parce qu'il y en a plein. Il peut y avoir ce qu'on appelle un couple primaire, entre guillemets, qui est le couple de base, et puis avoir d'autres partenaires, chacun a d'autres partenaires à côté. Soit ça peut être des histoires régulières, soit des histoires annexes, ça va dépendre de ce qui se passe. Plus ou moins investi à côté. Donc là, on va parler de couple ouvert. C'est ce que je vis moi, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il peut y avoir des trouples, c'est-à-dire des personnes qui vivent à trois. Ça aussi, j'ai vécu. J'ai passé une dizaine d'années avec... on était 2 femmes et un homme, et aussi sur le même territoire. Donc ça, c'est une possibilité. On peut être sur le même territoire et partager une personne ensemble, soit 2 femmes et un homme, soit 2 hommes et une femme. Enfin, tout est possible. On peut vivre à 4, on peut vivre en tribu, on peut vivre séparément. Et la plupart du temps, c'est souvent chacun vit dans son territoire et mène plusieurs relations. Il y a plein de modes différents chez les polyamoureux, et il n'y a pas un mode qui est privilégié plutôt qu'un autre, parce qu'on est ici dans l'ouverture des possibles. Donc il n'y a pas quelque chose de rigidifié, de fixé, et c'est mobile, ça peut évoluer, ça peut changer en cours de route, il n'y a rien qui est figé, voilà, parce que c'est des relations qui sont très expérimentales et qui se construisent d'instant en instant et qui nécessitent, et c'est là où je vais passer aussi au mode d'emploi, à une grande maturité affective. Ça ne peut pas être fait sans maturité affective, c'est juste pas possible. Ça veut dire qu'il faut que ce soit des personnes qui sont conscientes de leur fonctionnement,
consciente de comment je prends soin de la relation, comment je peux être bienveillant avec moi, comment je peux être bienveillant avec l'autre, comment je ne peux me respecter là-dedans. Et si je suis trop en souffrance, je vais faire quelque chose. Souvent on fait de la psychothérapie en général, pour quand on est trop en souffrance, parce qu'on est débordé, parce qu'il y a trop d'émotionnel, parce qu'on investit trop, parce qu'on ne s'aime pas assez. Donc ça nécessite beaucoup de travail sur soi, beaucoup d'amour aussi, et beaucoup de capacité de prendre soin de l'autre sans se perdre dans l'autre. Ça demande beaucoup de capacité de communication aussi, de pouvoir communiquer avec l'autre en vérité, de ne pas passer par en dessous, ne pas dire, ne pas oser dire. Donc ça demande aussi de prendre sur soi pour oser la parole en vérité, pour pouvoir réguler, générer des temps de régulation avec son partenaire quand on est en souffrance, sans être dans le contrôle, sans exiger que l'autre change. Donc ça demande une énorme maturité affective. Et tout le monde n'a pas accès à ce modèle, qui est un modèle extrêmement riche et épanouissant pour ceux qui le vivent. Et ça, là, je pense que je parle au nom des polyamoureux, parce qu'en général, quand on les interviewe, c'est ce qu'ils disent. C'est un modèle qui est très riche, qui est très épanouissant et joyeux. Il y a beaucoup de joyeuseté et de légèreté là-dedans, parce qu'évidemment, on peut aimer librement plusieurs personnes. Donc on a plein de ressources. Et ça, c'est juste magnifique de s'offrir plein de relations, plein de ressources, beaucoup de plaisir aussi à la clé, beaucoup de nouveautés, beaucoup de découvertes, beaucoup d'exploration, beaucoup de chaleur, d'aimer plusieurs personnes, sexuellement, non sexuellement, parce qu'on peut être aussi dans le polyamour affectif, c'est-à-dire on peut mener des relations simplement amicales, qui sont très fortes. On peut avoir des relations qui sont, je veux dire, plutôt sexuelles et très fortes. On peut avoir des relations qui sont à la fois sexuelles et très affectives. En fait, tout est possible. Donc, ça va là où ça va. On ne sait pas à l'avance où ça va, et ça va là où ça va. Mais ça demande une énorme maturité affective, des outils de communication, des compétences de communiquer avec l'autre, sans se crêper le chignon, de parler à froid aussi, de réguler, voilà. Et d'avoir envie d'investir dans la relation, ça demande une envie d'investir sans fuir en courant, et d'être capable de gérer la possessivité et la jalousie, évidemment, ça c'est le préalable. Si je ne suis pas au courant que je vais avoir à gérer la jalousie, je vais être effrayée, et je vais donner la prise à mes peurs, et donc surtout ne pas aller dans cette voie-là. Et donc partir dans la voie monogame, qui est la voie classique, le modèle traditionnel du mariage. Là, il y a quand même 90% de la population qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager dans cette voie aujourd'hui, qui n'en a pas envie et qui ne remet pas en question le schéma normé, parce qu'il n'y a pas seulement la maturité affective, il y a la norme sociale qui existe depuis toujours, qui nous dit que c'est bien de faire comme tout le monde et d'être dans le schéma monogame patriarcal, un homme avec une femme, un couple avec des enfants classiques, voilà. Bon. Parce que sinon c'est le désordre, c'est le chaos, où ça va, c'est n'importe quoi, c'est de la dispersion. Ce que j'entends aussi, et je voudrais le relever, c'est que, ça c'est aussi un truc très grand public, si ça ne va pas, si vous avez des problèmes au sein de votre couple, alors vous allez voir ailleurs. Alors qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Ça c'est encore un truc complètement débile. C'est pas parce qu'on a des problèmes au sein d'un couple qu'on va voir ailleurs. C'est possible, mais c'est pas forcément vrai. On peut aller très bien dans un couple et avoir aussi du désir ailleurs et aimer une autre personne. Et en même temps, je voudrais aussi pointer le fait que on peut avoir des problèmes dans un couple et partir voir ailleurs pour essayer de fuir les problèmes au sein du couple. Alors au fait, vous faites des petites escapades à droite à gauche, très bien. Mais quand vous revenez dans votre couple, il n'y a rien qu'à changer. Les problèmes, vous les retrouvez. Et donc ça ne change rien. C'est pas parce que vous offrez des petites histoires à côté que ça règle les problèmes au sein du couple. Ça allège 5 minutes, ça vous fait un temps de respiration, mais ça ne règle rien. Donc en fait, quand on est polyamoureux, on doit vraiment d'abord régler les problèmes au sein du couple, c'est-à-dire on est toujours dans le couple, et c'est pas parce qu'on part voir ailleurs que d'un coup ça règle tout, ça règle rien du tout. Ça règle l'histoire. Oui, mais ça, on peut le faire, on n'a pas besoin d'être polyamoureux pour le faire.
Hein, la plupart des gens, ils vont voir ailleurs, ils disent j'ai des problèmes au sein de mon couple, je vais voir ailleurs et j'arrête la première relation. Dans le polyamour, c'est pas pareil. On va s'intéresser, on n'utilise pas les autres partenaires pour régler nos problèmes. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'on va gérer les problèmes au sein du couple qui arrivent au fur et à mesure. Et plus on a de relations, plus on va avoir possiblement de problèmes à régler dans toutes les relations d'ailleurs. Hein. Et plus il y aura des souffrances potentielles. Faut pas croire, hein. C'est pas un modèle que léger, épanouissant, etc. Plus il y a de rencontres, plus il y a d'histoires d'amour, et plus il y a des problèmes ici, là et là et là aussi qui vont survenir. Donc ça multiplie les relations amoureuses et ça multiplie les souffrances amoureuses et les deuils amoureux, parce qu'il ne faut pas croire que les polyamoureux sont exempts de deuils amoureux souffrants. Hein, j'ai eu affaire à ça et d'autres ont eu affaire à ça, parce que très souvent, quand on est dans plusieurs histoires, eh bien il peut y avoir des partenaires qui ne supportent pas de nous partager et donc ils vont dire oh ouais mais ça c'est voilà, ça dure un temps, machin tout ça, donc je m'investis un peu mais pas tant que ça, mais si je trouve une autre partenaire qui est beaucoup plus stable, alors je te quitte. Et donc nous on va souffrir de deuil amoureux parfois extrêmement souffrant parce qu'on a investi quand même à chaque fois et ils nous larguent parce qu'ils préfèrent quelqu'un de plus classique. De plus stable et de revenir au modèle classico-classique, au modèle traditionnel et repartir sur un couple dit classique. Voilà. Donc c'est pas simple, hein, c'est pas évident et on est très attaché, on ne se rend pas compte, à ce modèle normé, cette croyance comme quoi où on est engagé, où on est stable, où on n'est pas engagé et on est instable. Et les polyamoureux sont vus comme des gens instables qui mènent plusieurs relations à la fois de manière un peu chaotique, instable. C'est vraiment souvent confondu avec le libertinage et l'instabilité et ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et en plus, ça fait des années que je vis dans des histoires polyamoureuses. Parfois, j'ai fait des couples. Moi, j'ai la particularité d'avoir à la fois mené des histoires dans le polyamour, et à la fois des histoires de couple classiques. C'est-à-dire dans le schéma dit classique, à plusieurs reprises. Et je trouvais très limitant ces histoires de barrières, on s'interdit d'aller voir ailleurs parce que c'est dangereux, parce que on va s'y perdre. Et donc tous les arguments des exclusifs qui sont comme ça, bétonnés, et comme quoi c'est la fin du couple, de notre couple, si jamais on s'autorise des histoires ailleurs. Et pour l'avoir vécu, c'est complètement faux et c'est l'inverse qui se passe. C'est très curieux, mais c'est l'inverse qui se passe. Plus on laisse l'autre libre et plus on est libre et plus on a envie vraiment d'investir le couple dans lequel on est d'abord, parce qu'on y trouve beaucoup d'amour et beaucoup de liberté et donc beaucoup de joie à être ensemble. Parce qu'il y a de la liberté. Et l'amour rime avec la liberté et pas avec la peur et le contrôle. Le modèle traditionnel est sur la base de la peur et du contrôle et de l'insécurité. C'est basé sur la peur de perdre et sur le besoin de s'approprier et de s'agripper au partenaire. On s'agrippe à l'autre parce qu'on a peur d'être seul, on a peur de le lâcher, on a peur de se lâcher, on a peur de tout, quoi. Voilà. Et donc on va s'agripper, on va devenir dépendant d'une seule personne. Et c'est vraiment intéressant de voir que chez les polyamoureux, il y a quand même beaucoup moins de pathologies de dépendance affective. Donc je ne dis pas qu'il faut utiliser le polyamour pour sortir de la dépendance affective, mais comme il y a plus de ressources, non tellement on a travaillé sur soi, mais on a plus de ressources. Et donc on est moins enclin à focaliser sur une et une seule personne et à être pathologiquement dépendant affectif. Hein ? Alors, le respect n'a rien à voir là-dedans. Hein. Alors, de nouveau, le respect pour le grand public, merci de le dire, parce que c'est tous les a priori et les clichés qu'on entend dans le grand public. Si tu vas voir ailleurs, tu ne me respectes pas, tu me respectes que si tu n'es qu'avec moi. Donc, tout ça, c'est la possessivité qui fait dire ça. Au contraire, quand on est dans le polyamour, on est dans le consentement et la transparence. Hein. Donc on n'est pas dans le sous-marin, il n'y a pas de mensonge ici. On est au courant que l'autre a d'autres histoires. Alors on n'est pas obligé d'avoir non plus tous les détails, heure par heure. C'est pas très intéressant d'avoir tous les détails, on s'en fout. Parce que à quoi ça sert d'avoir tous les détails ? Il y a autre chose à faire que de fliquer et de contrôler l'autre, qu'est-ce qu'il fait heure par heure. En fait, on le sait, donc on le sait. Et après, quoi. Et donc, justement, le respect, il est dans le non-mensonge. Il n'y a pas de mensonge, on vit en vérité. Donc, on se respecte dans le sens où on est consentant et il n'y a pas d'histoire de sous-marin. Ouais, mais il faut rencontrer un partenaire qui a fait 10 ans d'analyse
Alors, effectivement, là, il dit, je reformule, hein, il faut rencontrer des gens matures, il faut rencontrer des gens qui soient dans le même mouvement, dans le même état d'esprit. Je suis assez d'accord avec ça. Ça va être compliqué, et moi, pour l'avoir vécu, ça a été extrêmement compliqué pour moi de m'amouracher, d'être dans des couples avec des personnes qui ne sont pas dans cet état d'esprit, parce qu'elles ne vont pas pouvoir être capables de le gérer, en fait, tout simplement. Elles ne vont pas pouvoir le gérer. Ce n'est pas accessible. Hein. Donc il faut trouver des partenaires qui sont possiblement dans cet état d'esprit, donc qui ont fait un travail sur elles, qui ont une envie d'aller dépasser ce modèle traditionnel basé sur la peur, et qui ont envie de travailler sur la jalousie, sur la non-possessivité, sur elle, sur la capacité de prendre soin de l'autre, de communiquer, d'utiliser les outils de communication non violente, des choses comme ça, quoi. Hein. Oui, ça demande, et c'est assez exigeant comme modèle, mais franchement, ça vaut la peine, parce qu'il y a beaucoup d'amour dans ce modèle-là, et il y a beaucoup de ressources, et il y a beaucoup de joie à partager, et à travailler sur la jalousie, hein. On n'en a jamais, pour moi, hein, je peux parler de moi aussi par rapport à la jalousie, j'avais donné une conférence sur la jalousie, on n'est pas égaux sur les problèmes de jalousie et de possessivité, hein. Selon nos parcours antérieurs, on est plus ou moins traumatisé sur les blessures d'abandon, de trahison, etc. Donc c'est plus ou moins facile de gérer la jalousie pour certains et pas pour d'autres. Et ça, c'est clair que pour ceux qui ont des traumas du développement assez lourds, ça va être compliqué pour eux d'avoir affaire à la jalousie et de laisser le partenaire en aimer d'autres, parce que ça les met en compétition, en rivalité et en comparaison par rapport à l'autre. Donc effectivement, ça peut s'alléger en faisant un travail sur soi, et parfois c'est juste pas possible, c'est trop compliqué, hein. Donc pour ceux à qui c'est pas possible, je conseille le modèle traditionnel. Si c'est peut-être plus épanouissant de rester dans des limites et des barrières classiques, et au moins ils se sécurisent avec ça, et pourquoi pas, hein. Il n'y a pas un modèle qui est mieux qu'un autre, il y a un modèle qui correspond à chacun, et chacun le sien, je dirais. Après, voilà, en même temps, le modèle traditionnel, il reste quand même beaucoup plus limité, puisqu'on va avoir du désir évidemment pour d'autres, parce que c'est naturel d'avoir du désir pour d'autres, mais on va se l'interdire. Donc il faut voir une chose, c'est que plus on s'interdit le désir sexuel et affectif, plus on a l'envie qui monte, hein, plus le désir se renforce, et plus ça fait monter la transgression, et plus ça fait monter les histoires en sous-marin, et plus ça fait monter la charge sexuelle, et voilà, et plus ça fait monter la pornographie, et plus ça fait monter le libertinage, et plus ça fait monter l'échangisme, et plus ça fait monter tout ça. Plus on s'autorise, et plus ça décharge tout ça, et moins on a envie de sauter sur tout ce qui bouge, et plus c'est tranquille en fait. Et à un moment donné, on voit que quand on a exploré toutes les facettes de l'amour et de la sexualité, il n'y a plus de charge. Donc on est libre de la sexualité, parce que c'est déchargé. Tant qu'on n'a pas tout exploré, on reste complètement avec des tas de fantasmes, des tas d'idées qu'on se fait sur l'histoire. On se fait des histoires, on se fait on se fait des barrières, des limites, on s'imagine des tas de trucs. Quand c'est vécu dans le réel, quand on a exploré tous les angles de la sexualité, comme ça, simplement, dans une ouverture d'esprit, et alors, et après, quoi, hein. Donc, et après, voilà. Et donc on est complètement libre de tout ça, il n'y a plus de charge là-dessus. C'est très intéressant de l'explorer. Moi j'estime être une exploratrice de l'amour et de l'amour et de la sexualité, et je suis ravie vraiment d'avoir été passionnée par ce sujet pour m'y être intéressée de manière ouverte et libre et curieuse. Et j'ai vraiment découvert des tas de choses. Et en même temps, il y a une dizaine d'années, j'aurais pas pu parler comme ça, hein. C'est un parcours de longue haleine. J'avais beaucoup plus de limitations, même dans mon esprit, même dans mon corps, etc., que maintenant. C'est normal qu'on ait des barrières, c'est normal qu'on ait de la pudeur, c'est normal qu'on ait des idées préconçues, c'est normal qu'on ait des peurs, c'est légitime qu'on ait des peurs. Mais pour moi, en tant qu'aventurière de l'amour, en tant qu'exploratrice, pour moi, ça a été vraiment un chemin passionnant. Et c'est toujours passionnant de me sentir toujours et encore plus libre et d'y trouver des espaces magnifiques dans cette circulation des multiples amours que je m'offre, hein. C'est vraiment pour moi magnifique, parce que j'arrive à naviguer dans des espaces d'amour vraiment véritables qui offrent des portes que j'aurais jamais pu imaginer avant, hein. Et que j'ai pas pu vivre dans le modèle classique. Vraiment. Et en face de moi, du coup, je suis plus exigeante. Je ne vais plus relationner avec des personnes qui sont possessifs ou possessives,
Et donc, je rencontre des partenaires qui sont un peu dans le même état d'esprit que moi et qui ont fait ce travail-là. Et c'est juste magnifique, quoi. Il y a quelque chose de... Ouais, c'est très très beau, quoi. Franchement, il y a beaucoup plus d'amour véritable, quoi, à la clé derrière. Je peux témoigner que de moi. Après, je peux pas vous parler des autres parce qu'ils sont pas là. Mais pour avoir lu pas mal de choses sur la question, aller dans les cafés polis, parce qu'il y a aussi partout en France, et notamment à Montpellier, mais pas que, de plus en plus de cafés polis. C'est des cafés où les polyamoureux se rencontrent et échangent sur des thèmes et parlent de leurs difficultés, parce qu'il y a quand même pas mal de difficultés qui sont soulevées et qui sont inhérentes à ce modèle d'amour, qui est nouveau quand même, hein, qui existe depuis 10-15 ans. Et on défriche ensemble, et donc on parle dans ces cafés polis de ce qui est compliqué, difficile, voilà, et notamment on va revenir sur, je veux bien parler de la question des enfants, puisque c'est souvent un thème qui nous est renvoyé, et comment vivent les enfants là-dedans, et à quoi sont confrontés les enfants là-dedans. On m'a je ne sais combien de fois posé la question sur les traumas de mes propres enfants, puisque moi, quand j'ai vécu d'abord le modèle traditionnel du mariage classique, où j'ai fait 2 enfants dans un modèle de contrat de mariage classique, et ensuite je me suis échappée de ça en étant avec un homme qui... Moi, j'avais un appel sur vivre en vérité, hein. Donc c'était plus important pour moi que de rester coincée dans le contrat du mariage. Donc cet homme que j'ai rencontré m'a dit oui, ok, on peut vivre cette relation ensemble en amour, mais je suis déjà mariée, donc il faudra que tu me partages avec ta femme. Moi j'ai dit ok, pourquoi pas, ça me paraît intéressant tout ça, voyons voir, mais on va vivre en vérité. Et banco, le défi m'a intéressée, donc je suis partie dans cette histoire pendant 15 ans. Et pendant 2-3 ans, on a vécu sur le même territoire avec les enfants qui étaient petits. Donc il y avait les miens qui étaient petits, 1 an, 6 ans, il y avait les siens qui étaient petits, et donc ils étaient mariés, puis moi je me suis rajoutée là-dessus, hein. Et donc c'était intéressant de voir comment nos enfants ont fait corps avec ça, et comme c'était naturel et qu'on l'a vraiment vécu en vérité et qu'on disait tout, et c'est très étonnant de voir que quand c'est naturel et qu'on ne ramène pas des tas de peur là-dedans, ben les enfants, ils vivent avec nous comme ça, voilà, ça vit avec, quoi, ça fait corps avec ça. Et il n'y avait pas plus de problèmes que ça si nous, on n'en faisait pas des problèmes. Si nous, on en avait fait des gros problèmes, ça faisait des problèmes pour les enfants. Voilà. Après, il y a l'extérieur, le monde extérieur, c'est-à-dire l'école, les camarades, etc., qui, même foi, trouvaient ça plutôt rigolo de... Merci d'éteindre vos portables. Ils ne posent pas les questions, les enfants ? Alors je termine. Merci d'éteindre vos portables. Donc c'était plutôt amusant de voir que à l'extérieur il y avait les camarades. Ah oui, c'est bizarre, tiens, qui est avec qui, vous êtes à plusieurs mamans, enfin des questions comme ça. C'était amusant pour moi de voir ça. Et en même temps, bah oui, voilà, alors il y a maman, voilà, un tel, papa, le deuxième papa, tout ça. C'était assez rigolo de voir que finalement, comme nous on disait tout, ben, les enfants ils vivaient ça, ils s'incluaient là-dedans et ça posait pas plus de problèmes que ça. Mes enfants qui sont grands ne sont pas plus traumatisés que ça, hein. Je vous rappelle, ils vont très très bien. Il n'y a pas eu de dégâts collatéraux. Au contraire, ça leur a donné un modèle fermé et un modèle ouvert. Et donc ils ont une forme d'ouverture d'esprit. Parce que tout naturellement, à chaque fois que j'avais des nouveaux partenaires dans ma vie, ben, ils les rencontraient. Et c'était cohérent et ça se faisait, il y avait beaucoup d'amour qui circulait et j'ai jamais été dans je cache quelque chose et du coup ça a circulé comme ça. J'ai jamais eu vraiment de reproches de mes enfants et ils ont choisi le modèle classique, hein, pour l'instant. Ils sont dans le modèle dit classique et pourquoi pas, voilà, et chacun sa voie, mais ils n'ont jamais été dans... c'est pas bien, t'aurais pas dû, mon Dieu. Ils ont trouvé ça plutôt rigolo et ouvert, et ça leur a donné une ouverture d'esprit que beaucoup d'autres n'ont pas, évidemment, hein. Et il y avait une autre question sur les enfants ? Comment ils définissent ça ? Vous avez dit, ça c'est maman, et ça c'est un tel. Et un tel c'est... Est-ce que tu peux prendre le micro ? Juste redire dans le micro. Vous avez dit... Il marche, c'est bon, il marche, on t'entend. Moi je t'entends, sinon je reformule. Vous avez dit, la première c'est maman, la deuxième c'est un tel, mais un tel... Elle avait son prénom, hein. C'est quoi ? C'est X. quelque chose quand même. Oui.
Et ben c'était, à l'époque, c'était la femme de l'homme avec qui que je partageais. Donc je disais, voilà, je lui donnais le prénom, hein, là je vais pas vous le dire, c'est confidentiel, mais voilà, elle s'appelle comme ça, et c'est la femme qui vit avec moi. Donc je disais tout comme ça, quoi. Oui, je disais ce qui était, je dis le réel. Un chat, un chien, la femme de X qui vit avec moi, avec qui je suis amoureuse je suis amoureuse de cet homme-là, on vit ensemble, et ça c'est sa femme, tout simplement. Je dis les choses simplement. Pour moi, j'ai toujours trouvé beaucoup plus simple, c'est ce que je fais toujours dans ma vie, hein, de tout nommer comme ça se présente. Un sexe, un chat, un chien, un chien, un homme, une femme, un amoureux, voilà, hein. Tout est ce qui est. Ce qui est. Alors pourquoi je vais me compliquer la vie en essayant de passer en souterrain, en indirect, en manipulant, en schtroumpfant, je ne sais pas quoi. Ça devient très compliqué. Et quand vous faites ça, vous compliquez la vie à vos enfants qui commencent à s'inquiéter, à se dire oh là là, ça veut dire que... Alors ça je peux le dire, ça je peux pas le dire, ça c'est vrai, ça c'est faux, ça c'est compliqué, ça c'est pas tata. Oh là là, alors là vous complexifiez la vie à vos enfants qui commencent à trouver que c'est pas très tranquille. Hein. Il faut se méfier, il y a des choses qu'on peut dire, il y a des choses tabous, il y a des choses pas tabous. Alors, la simplicité fait toujours beaucoup plus de bien que de mal. Hein. La simplicité, c'est la relativité aussi, c'est admettre que tout est relatif et que tout est subjectif. Et qu'on est beaucoup dans des a priori, et des schémas et des opinions. Et donc, appeler un chat, un chien, un chien, voilà, ce qui est, un point c'est tout, point barre. Qu'est-ce qu'on se prend la tête? Et on arrête de se faire des nœuds dans la tête. Hein. Et les enfants le prennent beaucoup mieux parce que c'est naturel que si on se complexifie le tout. Je vous le dis parce que j'ai vu énormément de parents divorcés, vivre des relations en cachette parce qu'il y a un nouveau partenaire qui arrive et mon Dieu, il faut le cacher aux enfants, les enfants vont découvrir qu'il y a un nouvel amoureux, mon Dieu, ça va faire du mal aux enfants, donc oui, une fois qu'il sera engagé, mais tant qu'il n'est pas engagé, on ne va pas lui montrer, enfin des tas de trucs, mais compliqués de je sais compliqués. Franchement, ça fait beaucoup de dégâts, plus qu'autre chose. Parce que les enfants ne sont pas dupes. Les enfants savent très bien, ils captent très bien que papa ou maman ont le droit et ont d'autres histoires. Et pourquoi ils n'auraient pas le droit à avoir des histoires d'amour? C'est quoi cette histoire si on sort du principe qu'on n'est qu'avec une et une seule personne à la fois jusqu'à la nuit des temps? Qui a raconté cette histoire-là? Mais on est complètement embourbé là-dedans. On s'en rend même plus compte parce qu'on y croit tellement qu'on n'a pas de recul sur cette histoire-là. Sur l'histoire du contrat de mariage. Quelque part, on se prend vraiment au sérieux là-dedans, on n'a aucun recul là-dessus, on ne se questionne plus, on ne met plus le doute, et on s'empêtre là-dedans, et c'est très compliqué pour nous, pour nos enfants, pour tout l'imaginaire qu'on se fait avec ça. Enfin, ça c'est pour mon point de vue. Hein. Les choses sont beaucoup plus simples qu'on l'imagine, et on les complexifie 10 fois plus. Après, chacun sa vie, hein. Si on a envie de se la complexifier, pourquoi pas, hein. Chacun fait ce qu'il veut à sa porte. Mais pour moi, ça peut être beaucoup plus simple que ça, beaucoup plus naturel, parce que l'amour, voilà, ça coule de source, on est là pour s'aimer, et pour aussi de se détester. On s'aime, on se déteste. C'est là, c'est pas là. C'est ce que je te dise. C'est beaucoup plus simple. Ouais, passe-moi le micro. Mais tu as raison de dire que c'est un modèle qui est basé sur le contrôle, sur la sécurité, et qui est beaucoup plus peinard par rapport à la sécurité. On est beaucoup plus tranquille par rapport à nos peurs. On ne soulève pas nos peurs quand on est dans le modèle classique. Évidemment, on a beaucoup plus à faire à l'insécurité quand on est dans le modèle ouvert. Ah, ça, c'est clair. On ne sait pas ce qui va advenir de nous. Hein. C'est-à-dire qu'on lâche l'idée de s'agripper au partenaire, qu'il est à nous et qui va rester avec nous pour nous soutenir jusqu'à la fin des temps. Et c'est en général parce qu'on lâche prise que la sécurité arrive. C'est très curieux, c'est l'inverse de ce qu'on s'imagine. C'est quand on lâche que ça se fait. Et c'est pas quand on s'agrippe que ça se fait. C'est l'inverse qui se passe. Quand on lâche, tout nous est donné. Quand on s'agrippe, on retient, on contrôle et tout nous est repris. C'est très curieux, mais c'est comme ça que propose, en général, ce que propose la vie, c'est ça. C'est ce qu'on cherche toujours, c'est le lâcher-prise. Et on le retrouve dans l'amour, avec le polyamour. Si je lâche mes peurs, je me retrouve avec beaucoup d'amour. Si je me sécurise, si je m'agrippe, je me trouve avec peu, avec
peu, et je vais me prendre la tête avec un partenaire qui va me faire la vie, quoi. Surtout s'il y a menace de la relation avec quelqu'un d'autre, si d'un coup il a du désir ailleurs, ça va me menacer beaucoup. Et je suis beaucoup plus tranquille avec la sécurité si je le laisse libre, et je me laisse libre. Hein. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup plus de ressources à avoir plusieurs relations. Hein. Vous avez, et pas que des relations, hein, on parle de relations, mais on a aussi, en général, les polyamoureux, ils ont des passions. Hein. Ils n'ont pas que des relations non plus dans leur vie, il n'y a pas que ça dans leur vie. Ils ont des passions pour plein de choses, leur métier, leurs enfants, plein de trucs, quoi, de la créativité, voilà. C'est pas l'amour et des relations d'amour toute la journée. Hein. Alors après, il va y avoir effectivement, mais je donnerai une autre conférence sur, peut-être plus caractérisée, sur la gestion de l'agenda, par exemple, la gestion de comment on gère plusieurs relations en simultané. Ça, je ferai peut-être une conférence inédite là-dessus, sur des choses plus concrètes. Mais avant d'aller dans le concret, je pense que c'est déjà bien de déconstruire les idées reçues sur le polyamour, parce que c'est tellement normé, c'est tellement accusé, c'est tellement stigmatisé, et on nous reproche toujours les mêmes choses. Hein. Moi, par exemple, comme je suis une femme, encore pire que les hommes, donc on m'a beaucoup reproché d'être une allumeuse, une salope, une consommatrice, une amazone, une libertine, une je sais pas quoi, une non respectueuse, en fait tout ce que vous voulez. Moi, j'ai tellement tout entendu qu'après ça m'est rentré d'une oreille, ça m'est sorti de l'autre. Mais les femmes sont doivent être audacieuses et courageuses pour oser l'assumer. Parce que je dis l'assumer et l'incarner. Les hommes sont vus comme des séducteurs et des don Juan, les femmes sont vues comme des salopes. Hein. Vous êtes sûr du père de vos enfants? J'ai une question à... Oui, je suis sûre, parce que j'étais mariée et j'avais, dans cette époque, j'étais dans le contrat classico-classique du mariage. Vous saviez le raisonnement de l'amour monogame, avec là quand même, pour être sûr de son enfant. Oui, c'est ce qu'il a dit, effectivement, c'était pour contrôler les naissances. Hein, c'est le patriarcat. Hein, le mariage a été institué par les religions. Et pour contrôler les naissances et pour que les hommes contrôlent les femmes par rapport aux naissances, etc. C'est comme ça que ça a démarré, et pour contrôler les finances, les familles, etc. Après, ça a été une histoire de gouvernement et de contrôle politique et social. Donc, évidemment, c'est pour contrôler les naissances, on est d'accord. Hein. Ça veut dire qu'on ne fait pas confiance aux humains pour savoir qu'est-ce qu'ils ont fait, avec qui ils ont eu des relations. Voilà. On les prend pour des irresponsables, quoi, en deux mots, hein, pour des enfants. Voilà. Hein. Je vous rappelle que moi, en tant que thérapeute, je vois beaucoup plus d'adultes qui font des enfants dans un contrat de mariage dit classique et qui sont des vrais enfants immatures qui font des enfants. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont dans la peau de parents et qui sont complètement immatures affectivement et qui sont dans ce contrat de mariage. C'est pas pour dire. Hein. Donc, pour l'immaturité, je ne sais pas qui est le plus immature des deux, mais je vois tellement de parents qui font des dégâts sur leurs enfants dans des contrats de mariage dits classiques que c'est vraiment catastrophique, hein, je vous dis. Et quand je vois la violence, et là il y a vraiment quelque chose qui est très sensible chez moi, parce que je suis très en lien avec les enfants du monde. Il y a une sensibilité que j'ai avec les enfants. Et donc, quand je vois la violence qui est faite sur les divorces, qui se passe mal sur les enfants, tout ça parce que d'un coup, on est dans le tout ou rien, et que d'un coup, on se dit « Ah oui, ça y est, je suis amoureux d'une autre, j'en ai rencontré une autre, j'en ai marre de ce mariage, ça se passe pas très bien, je suis attachée, mais j'en rencontre un autre ou une autre, je pars sur l'autre et je largue le premier ». Tout ça, pour répéter des schémas sur le... Après, ils vont passer 4-5 ans avec le nouveau en se disant finalement ça bute aussi, parce que le modèle unique bute sans arrêt. Hein. Il est moyennement épanouissant. En général, on bute et on répète nos patterns sans arrêt de schémas qu'on a construits depuis qu'on est enfant. Donc, et les enfants, ils sont otages de ça. Mais c'est d'une violence inouïe, et je trouve ça presque insupportable que les enfants soient otages de ces divorces à la noix, et que ça pourrait être beaucoup plus simple pour les enfants si on pouvait s'autoriser donc à avoir une relation et puis à s'en offrir une autre qui dure le temps qu'elle dure. À un moment donné, la relation, elle va s'arrêter d'elle-même, hein, de toute façon. Hein. Et donc, de ne pas larguer le bébé avec l'eau du bain sur la relation primaire, parce qu'il y a de l'attachement en général. C'est pas qu'il n'y a pas d'attachement, c'est qu'il y a un nouveau partenaire qui rentre, et donc il y a le coup de foudre, et il y a une envie d'aller vers le nouveau partenaire, au détriment du premier, sur lequel on est attaché, mais il y a moins le coup de foudre.
Donc la tendance, c'est de partir sur le nouveau et de délaisser le premier. Et souvent, c'est une erreur parce qu'on est attaché au premier quand même. Et il y a de l'amour quand même dans le premier, mais c'est pas la même forme sur le nouveau, parce que le nouveau, c'est vrai, voilà, on est tout feu tout flamme, on idéalise, on est un peu aveugle, on s'imagine plein de choses, et on n'a pas fait un quotidien avec. Mais si on fait un quotidien avec, on va à un moment donné trouver les limites de la relation comme on a trouvé les limites avec le premier. N'importe quelle relation est limitée parce que nous sommes des êtres limités. Donc à un moment donné, on va être au courant qu'il y aura des limites. On va buter sur d'autres choses. Si c'est pas ça, ça sera ça. Donc au lieu de jeter le bébé avec l'eau du bain dans ces mariages dits classiques, le fait de pouvoir s'offrir plusieurs relations sans larguer le premier, c'est quand même une respiration énorme. Et pour les enfants, ça pourrait les dégager de cette violence des divorces conjugaux, quoi. Pour moi, c'est vraiment... Là, vraiment, je parle avec mon cœur, parce que j'ai vraiment une sensibilité pour les enfants. Ça me fait vraiment mal au cœur pour eux de voir autant de divorces qui se passent tellement mal. Tout ça à cause de ça, tout ça pour ça, au final, franchement. On pourrait faire mieux, hein. Bon, c'est pas très créatif, on va dire, hein, et c'est basé sur la peur, c'est basé sur le contrôle, c'est basé sur ces histoires qu'on se raconte de respect. Qu'est-ce qu'on respecte là-dedans? Est-ce qu'on respecte les enfants quand on fait ça? Pas vraiment, hein. Parce que franchement, pour l'avoir vu, et même moi pour l'avoir expérimenté, les relations, elles durent ce qu'elles durent, hein. Et c'est pas parce qu'on rencontre un nouveau partenaire que ça, le quotidien, ça va le faire, que ça va durer des siècles, que on va vivre avec et ça va se passer dans le meilleur des mondes. Voilà, il y a des relations qui ne sont pas faites pour vivre un quotidien ensemble. Et il y a des relations sur qui le quotidien est facile et fluide, et d'autres pas du tout. Ça restera des relations un peu, voilà, soit érotiques, soit amicales, soit d'amitié amoureuse, soit ponctuelles, soit ça va se déconstruire au bout de 3-4 mois tout seul. Et pourquoi en avoir fait tout un foin? Ça sert à quoi de s'être mis martel en tête et d'en avoir fait toute une montagne tellement, voilà, et de faire payer pendant des années? Oui, mais tu te rends compte, tu as eu une histoire avec un tel et 6 ans après je te le raconte encore et je stigmatise là-dessus, mon Dieu, c'est dramatique, c'est dramatique. Qu'est-ce qu'on se fait comme nœud dans la tête? Qu'est-ce qu'on dramatise? Tout ça pour ça. Et après quoi? Donc l'idée ici pour moi, c'est quand on a exploré beaucoup de facettes de l'amour, ça décharge. On se raconte moins d'histoires avec tout ça. Ça arrête de faire des... On arrête vraiment de se faire des nœuds. On dédramatise, on relativise. On arrête de s'imaginer que d'avoir une relation amoureuse et ou sexuelle, c'est toute une histoire, c'est tout un monde. Voilà quoi, c'est ce que c'est, hein, pas plus quoi. Et notamment, moi, pour vivre aussi des relations d'amitié amoureuse, hein, ce qu'on appelle les sex friends, c'est encore une autre qualité de relation qui est très intéressante en elle-même, hein. Voilà, c'est des relations qui sont ce qu'elles sont et qui peuvent être d'une grande qualité amicale, incluant ou pas le sexe. Et tout est possible, mais elles sont aussi très intéressantes. Et moi, j'ai des amitiés comme ça qui durent depuis 10-15 ans, qui sont des relations magnifiques. Voilà, j'ai pas du tout envie de faire un couple avec, j'ai pas envie de vivre un quotidien avec, mais elles sont extraordinaires. Et je suis vraiment en gratitude de pouvoir vivre des relations comme ça, qui sont juste magnifiques d'un point de vue qu'on appelle agapé, c'est-à-dire cœur et plus haut, quoi. C'est vraiment de l'amour dans ce type de relation-là, quoi. Et c'est pas que du sexe, hein, je rappelle, hein. Les histoires sexuelles sont intéressantes, mais presque secondaires là-dedans. Elles sont incluses, mais on n'en fait pas une affaire d'État. Alors que dans le plus large public, avec le contrat monogame, la sexualité est au premier plan et elle est presque tellement interdite et tellement chargée de tabous qu'elle revient au premier plan. Elle est très transgressive et très chargée. Dans le polyamour, elle devient tellement possible et incluse qu'on n'en fait pas une affaire d'État. Voilà, on n'en fait plus une affaire d'État, elle est vécue pleinement, ça se fait pas, voilà, hein, et c'est possible. Et moi, pour le vivre, il y a des partenaires avec qui ça va vraiment m'ouvrir des espaces d'amour qui vont aller sur cette sexualité dite tantrique qui vise des états de communion vraiment magnifiques, hein, et qui peuvent être vécus avec des partenaires qui sont dans des relations dites éphémères, quoi. On n'est pas obligé de se marier ensemble, on n'est pas obligé de vivre ensemble, voilà. Après, on peut aimer des femmes, on peut aimer des hommes, on peut aimer rien du tout, voilà, tout est possible, donc on ne sait pas. Le polyamour par lui-même. Alors, je vais laisser la parole à d'autres qui n'ont pas encore pris la parole. Donc, en fait, je rigolais tout à l'heure parce que ça m'est jamais arrivé.
il y a un monsieur qui est arrivé, il m'est tombé dessus. Alors, voilà. Et après, ça a été une dame qui m'est tombée dessus. Alors, ça fait rigoler parce que je me dis, tiens, conférence. Oui, c'était pas prévu au programme. Et voilà, c'est comme quoi, des fois, voilà, un monsieur, une dame. Alors, on peut être surpris quand on se laisse surprendre. Et c'est ça l'histoire qui est intéressante, c'est que si on ne se laisse pas surprendre parce qu'on a des schémas en tête, comme quoi ça c'est bien et ça c'est mal, ça c'est autorisé et ça c'est interdit, et en général la plupart du temps, la plupart des gens ont des schémas en tête de ce qu'il leur faut, ce qui va les mener au bonheur et ce qui va les mener à la déchéance. Et donc quand on se laisse surprendre par la vie, on a des surprises. Quand on ne se laisse pas surprendre, on n'en a pas. Donc on est dans des précarés, on est dans des cadres, et c'est pas vivant. Voilà. Et en même temps, on est sécurisé dans des cadres, on est content d'être dans notre petit cadre. Voilà, on est dans notre précaré, on sait comment ça va se passer, on sait que demain ça va se passer comme ça, on se respecte dans le cadre. On est tranquille dans le cadre, on est pépère, mais c'est pas très vivant, il n'y a pas de surprise. Voilà. C'est un choix. On choisit la peur, on choisit le non, on choisit l'amour, on choisit de dire oui à la vie et à l'insécurité. Il y a deux voies, hein, le oui ou la peur. Il y a toujours deux voies qui s'offrent à nous dans tout, hein, pas que là dans l'amour, hein, ça peut être dans le travail, dans n'importe quoi, où on dit oui et on prend des risques qui sont en général calculés, hein, qui sont oui à la vie, à ce qu'elle présente et aux surprises de la vie, où on prend le chemin des peurs et on est dans je bâtis des cadres, des murs, des barrières, des idées, des opinions, et à ce moment-là, je mets de la sécurité, je balise de partout, je borde, mais en même temps c'est pas vivant. Ou je dis oui, ou je dis non, et à chaque instant j'ai le choix, à chaque instant, de dire oui ou de dire non, et d'aller dans les peurs, ou de dire oui à la vie dans ce qu'elle me présente. Et c'est tout le temps comme ça. Après, à vous de choisir votre camp. Voilà. Et je rappelle que si vous dites oui, ça va vous faire travailler sur vos insécurités, vos peurs qui vont se lever. Hein. Parce qu'il y a des peurs. Hein. Il y a des normes, des peurs. C'est pas simple hein, comme chemin. Je dis pas que c'est facile. Hein. Je dis que c'est confrontant. Et en même temps, c'est la voie du oui. Oui à la vie, oui à ce qui est, oui à l'inconnu, oui au changement, oui à l'inconnu. On ne sait pas ce qui va se passer et on s'agrippe moins à un partenaire, parce que peut-être que le partenaire il restera pas avec nous toute notre vie, peut-être qu'on finira seul, et peut-être que pas. Ça dépend de vos croyances. On ne sait pas. En fait, on ne sait pas ce qui va se passer demain, mais de toute façon, le futur est psychologique et on ne sait pas. Donc, soit on se raconte une histoire et on borde en se disant « oui, je suis mariée, donc c'est plus sûr », soit on arrête de se raconter une histoire, parce que la vie, c'est l'impermanence, c'est l'insécurité de fait. Donc, où on va avec le principe de la vie qui est bâti sur l'impermanence, où on ne veut pas de ça, et on se raconte une histoire de sécurité en se mettant des contrats de mariage à la clé, et évidemment, tout ce à quoi on va s'agripper, nous sera retiré. Parce que c'est la vie et la mort qui est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Moi, j'y peux rien. Tout ce à quoi on s'attache nous sera retiré. Un point, c'est tout. C'est comme ça que c'est construit. C'est pas moi qui décide ici. Donc, vous pouvez vous agripper, vous attacher à tout ce que vous voulez. Tous les attachements qu'on a nous font sans arrêt souffrir. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'attacher. Ça veut dire qu'il faut prendre... Pour moi, il y a un certain recul à avoir sur l'attachement. Et sur est-ce que je veux continuer de me raconter l'histoire qu'on nous raconte quand on est petit, comme quoi l'attachement c'est bien, il faut rester attaché et s'agripper à papa, maman, à nos partenaires amoureux, à nos maris, à nos conjoints, à nos enfants, à tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on a nous sera retiré. Les enfants, c'est pareil, les enfants, on les fait pas pour nous, on ne se les approprie pas. Une fois qu'ils sont grands, ils vont partir de la maison. Donc quoi, on va leur demander quoi? Un retour sur investissement? Vous allez vous agripper à eux pour qu'ils soient près de vous jusqu'à la fin de votre vie? C'est quoi cette histoire? Les enfants ne nous appartiennent pas, ils sont libres. On ne fait pas des gosses pour qu'ils nous redonnent un retour sur le tard. C'est quoi ça? Personne ne nous appartient. La vie, c'est l'insécurité, c'est l'inconnu. Ça bouge tout le temps. Donc on ne veut pas ça, mais c'est comme ça. Donc vous allez à contre-courant du mouvement de la vie quand vous vous agrippez sur un modèle construit sur la peur. C'est mon opinion. Après, vous faites comme vous voulez et vous faites surtout comme vous pouvez. Parce que je pense qu'ici, on est plus dans une histoire de « je peux » ou « je ne peux pas m'offrir ça ». Et pour moi, je ne juge pas, c'est tout à fait respectable, les gens qui ne peuvent pas aller sur ce chemin de l'ouverture parce que c'est juste pas possible pour eux. Et c'est légitime. Et je ne les blâme pas, je ne les accuse pas, c'est légitime et je les respecte.
Et c'est pour ça que je dis pas, je ne milite pas pour rien du tout, et je ne suis pas en train de dire faites comme moi, il n'y a que mon chemin qui est le bien. Chaque chemin mène à Rome, et ça va où ça va, et tant mieux pour vous si vous avez trouvé votre voie. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires sur tout ce qui concerne les amours pluriels? Je disais que c'est une histoire d'ego aussi. Une histoire D'ego. d'ego. Voilà, c'est à cause de l'ego que les gens ne se permettent pas de vivre leur amour Oui. Naturel. Mais oui, mais l'ego, c'est normal, on ne peut pas s'en départir non plus. C'est-à-dire qu'il y a une peur de disparaître, de ne pas être important pour l'autre, de ne pas compter. C'est pour ça qu'on part dans l'exclusivité. Hein. Pourquoi est-ce qu'on part dans l'exclusivité? Parce qu'on a peur de ne pas être assez important, de ne pas exister aux yeux de l'autre, de disparaître si l'autre aime quelqu'un d'autre. Donc notre ego, notre moi, il est mis à contribution quand l'autre commence à aimer quelqu'un d'autre. Tu vois? C'est pour ça que c'est difficile pour nous. Et on a un ego, on ne peut pas ne pas en avoir, si tu veux. On ne va pas se mettre en guerre avec notre ego. C'est pour ça que quand on va dans ces voies-là, il est de bon ton d'avoir d'abord renforcé l'ego, ce que je disais, renforcer le moi, c'est-à-dire d'abord d'avoir fait un travail sur soi pour avoir une estime de soi consolidée, pour pouvoir une possibilité de dissoudre l'ego, c'est-à-dire de lâcher l'ego. On ne peut pas s'en départir, c'est pas possible, il sera toujours là. Il y aura toujours des moments où ça va être confrontant de voir l'autre potentiellement nous quitter, nous abandonner, nous mentir, etc. Tu vois. Mais, ben oui, on est humain, donc il faut rester humain. C'est pour ça que moi je ne suis pas dans l'idée de se départir de l'ego. On ne va pas dire on va virer ça, soyons tous libres, ce n'est pas possible. Mais plutôt à renforcer le moi avant de pouvoir lâcher un peu du lest. Renforcer le moi, ça veut dire être un peu tranquille sur nos bases, quoi. Avoir moins peur que l'autre nous quitte, nous abandonne, voilà. Ça, c'est pas rien déjà. Aimer notre vie, s'aimer soi, tout ça, quoi. Voilà. Bon, j'ai dit plein de choses. Vous avez encore des questions sur le sujet ou... Oui, il y a plein de questions en général, hein, non? Il n'y a plus de questions. Oui. Je témoignais que là j'étais plus jeune, il y avait un couple, je les ai quittés une fois l'une, une fois l'autre, comme si j'étais petit, mais comme je les aimais bien tous les deux, et tous les deux étaient tombés amoureux de moi. Et ce qui était génial, c'est que je laissais faire le pouvoir de la vie, et il y a eu une fois qui m'a dit. Et oui, il y a des surprises dans la vie quand on s'y attend le moins d'ailleurs. Hein. Voilà. Alors, ça c'est dans le meilleur des mondes, hein, mais il y a quand même beaucoup de difficultés dans la voie du polyamour, c'est pas simple. Des questions d'organisation, des questions d'agenda, des questions de jalousie, des questions de partage, de limites, d'enfants, il y a plein, c'est très confrontant, donc il y a quand même pas mal de questions soulevées, et probablement je ferai une conférence que sur le mode d'emploi. Ouais. Pas l'agenda, parce que figure-toi qu'on ne fait pas que ça dans la vie, ou alors il faut être complètement libre de tout, il ne faut pas travailler, il faut faire que ça, quoi. Hein. Donc la plupart des gens ne font pas que ça, ils bossent aussi, ils ont des enfants, ils ont plein de trucs, quoi. Hein. C'est pas par rapport à notre partenaire. Ben si, l'agenda et les week-ends, parce que si tu veux, t'es avec quelqu'un déjà. Quelqu'un d'autre arrive dans ta vie. Donc, tu as déjà du temps à passer, à consacrer avec cette personne déjà, avec le premier partenaire. Tu fais rentrer quelqu'un d'autre, il va falloir passer du temps avec le deuxième. Tu fais rentrer encore quelqu'un d'autre. Et t'as pas 24 heures, tu vois, nuit et jour, à un moment donné, tu es limité par le temps. Donc, c'est compliqué, tu vois. Alors ça, c'est ce que je disais dans les communautés. Mais en même temps, c'est même pas simple. Parce que même dans les communautés, quand tu es avec quelqu'un et que tu commences à être amoureux, tu as envie de passer du temps avec. Donc, tu as envie de passer du temps. Et l'autre d'avant, le premier, tu as envie de passer du temps avec le premier. Tu vas pas le laisser tomber non plus. Tu prends soin du premier. Tu veux prendre soin du deuxième. Voilà, c'est toujours très compliqué, cette gestion de l'agenda. Hein. Et c'est en même temps intéressant de voir... Moi, pour en discuter, j'accompagne des couples de polyamoureux en thérapie. Cette question est souvent soulevée. Par exemple, il y a un homme qui est avec 2 femmes, et donc
qui partage son temps entre la première et la deuxième, d'accord ? La première, elle n'a pas forcément envie de passer beaucoup de temps avec son autre amant. Donc elle reproche à son conjoint ou à son compagnon de passer trop de temps ou trop de week-ends. Tu vois, elle voudrait que les week-ends, ce soit avec elle et pas avec l'autre. Et donc, elle va commencer à contrôler, par exemple, à dire « Oui, moi, je veux bien que tu la vois de telle heure à telle heure dans la semaine, mais pas les week-ends. » Tu vois, voilà, tous les problèmes inhérents, concrètement, que ça pose dans la gestion des polyamoureux. Donc, c'est la limite, en fait, Oui, c'est ça, mais oui, ben, il y a plein de, c'est le mode d'emploi. Là, on est dans le concret, concrètement, comment on s'organise. Voilà, et il y a plein de choses à débattre, si tu veux, qui ne sont pas simples. On ne se rend pas compte de tout ça, mais c'est pas simple. Il n'y a pas que la jalousie, il y a toutes ces histoires. Si je passe du temps avec moi, peut-être tu passeras moins de temps avec moi. Et si tu passes moins avec moi, à quoi ça sert que je sois avec toi ? Donc ça veut dire que tu t'intéresses moins à moi puisque tu passes plus de temps avec elle. Enfin, plein de questions comme ça qui sont soulevées, qui ne sont pas au jour dans le contrat de mariage dit classique. On ne voit pas ça apparaître. Et c'est très intéressant. Hein. C'est hors des sentiers battus et il y a plein de questions à soulever que tu n'as jamais vues ailleurs, quoi. Passionnant, passionnant. Affaire à suivre, en tout cas. Hein. Voilà. Donc, j'arrête là. Et voilà, merci à vous d'être venus participer. Donc, moi, j'anime un groupe continu sur la relation amoureuse où tous les thèmes de mes conférences seront abordés sur un petit groupe de 15 personnes. Donc, certains ici sont déjà dans mon groupe. Donc, ça a lieu une fois par mois. Sinon, j'anime un groupe de tantra aussi, là, au mois de mai. Je cherche des femmes parce que j'ai beaucoup d'hommes et il me manque des femmes. Et puis sinon, si vous êtes sur ma mailing list, si vous mettez sur ma liste avec votre mail, je vous enverrai toutes les thèmes de mes conférences. La semaine prochaine, je suis à la Gazette Café sur partager l'intimité dans le couple. J'ai plein de thèmes de couple encore à aborder. Le quotidien dans le couple, l'amour en hiver, les amours estivales, enfin j'ai plein de thèmes que je vais aborder encore. Voilà, merci à vous tous de me suivre régulièrement et à bientôt j'espère.